Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma où je reçois Jonathan Akbar qui est premier assistant son, aussi appelé Perchman. Bonjour Jonathan et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser un peu ton métier ? Jonathan Akbar, comme tu l'as dit, j'ai 54 ans, ça fait 32 ans que je fais ça. Et j'ai commencé comme stagiaire et puis après comme second assistant Perchman, même si à l'époque ce poste n'existait pas vraiment. Et puis après Perchman. Et ça consiste à à prendre le son des comédiens et puis des bruits sur des tournages avec une perche et un micro, ou des fois des micros fixés, planqués, et puis maintenant aussi des micros à chef que tu peux placer toi ou ton chef placera. Chef, Voilà. c'est sans fil. C'est les micros sans fil que tu planques sur les comédiens, oui. Pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales nécessaires dans ta profession ? Faut aimer le travail d'équipe, physiquement, faut aimer s'investir. Et puis, moi, je me définis aussi par rapport à ça, mais je pense qu'il faut aimer les comédiens, parce que tu es vraiment proche des comédiens, tu es souvent un peu dans leur regard, même si tu n'essaies pas d'être vraiment dans un regard, mais tu es là sans être là, tu as une présence un peu absente aussi, pour pas qu'ils captent non plus ton regard. Voilà. Et en connaissances, est-ce qu'il y a un peu des connaissances, tu vois, des connaissances peut-être techniques à avoir ? Oui, ça, c'est très technique comme métier. Tu es un cadreur sonore, donc il faut que tu t'entendes avec la caméra pour pas rentrer dans le champ, pour pas faire de reflets, pour travailler la lumière et pas faire d'ombre. Il y a connaître le texte pour pouvoir être sur le comédien qui parle. Si tu n'y es pas, il y a pas de son. Il y a pas mal de choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Tu ne deviens pas Perchman du jour au lendemain. C'est un apprentissage qui est un peu, moi je considère ça comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que tu y vas step by step, et puis plus tu montes dans les niveaux, plus la technique finalement passe derrière, et tu prends de plus en plus de plaisir à faire ton métier qui n'est pas que tenir une perche en l'air et un micro devant un comédien. Voilà. Pour revenir un peu dans le passé, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le cinéma et plus particulièrement vers ce métier ? Alors en effet, moi j'étais plutôt parti pour vouloir écrire des scénarios, mettre en scène, diriger des comédiens, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Et puis j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'ESSEC dans le 12e. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque des écoles de cinéma, en fait. Il y avait l'ESRA, l'ESSEC, maintenant il y a beaucoup d'écoles privées, mais ça c'en était une des quelques-unes qui existait à Paris. Et dans cette école, j'adorais les cours de scénario. Et puis je me suis bien entendu avec un pote qui lui aimait bien la caméra. Moi, j'aimais pas toucher la caméra, j'aimais bien écrire, j'aimais bien interviewer les gens si c'était des documentaires. Mais du coup, je me suis retrouvé à faire le son. On était en binôme tous les deux. Et puis je me suis dit, c'est intéressant le son. Pas tant forcément pour au début l'esthétique sonore de la prise de son, mais je pensais qu'il y avait plein de choses à faire, même en mise en scène sonore. Et à l'époque, j'ai écrit une lettre à Laurent Caglio, qui était un des premiers sound designers, je pense, en France, qui avait conçu le son de l'ours, le film L'ours. Il avait fait plein de bruitages pour humaniser l'ours, etc. Donc j'avais écrit une longue lettre. Quand tu dis sound designer, c'est en gros ceux qui créent des sons, ça ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait le son direct, ce qu'on on prend sur le tournage. Et lui, il avait apporté plein de sons humains, de bruit, etc., qui venaient mettre au montage son sur les expressions de l'ours, en l'occurrence. Et ça avait amené un truc comme ça, humanisant la bestiole, quoi. Et puis il m'a très gentiment reçu dans ses studios à Joinville à l'époque. Et puis voilà, il m'avait expliqué que il travaillait pas, que pour l'instant, et que quand il travaillait, en fait, il n'avait pas souvent besoin de quelqu'un, donc qui retenait mon numéro, mais moi je lui avais dit
Et puis une semaine après, il m'a appelé. Il y avait un copain à lui, ingénieur du son, qui faisait son premier film comme metteur en scène, Philippe Lioré, et qui allait réaliser donc Tomber du ciel, son premier long métrage. Et il cherchait pour ce film un stagiaire non rémunéré pendant les 9 semaines de tournage. Bah donc, à l'époque, moi j'habitais en Normandie, et ma mère et mon beau-père, ils ont mis mes affaires dans le camion de chevaux. On est arrivé à Paris, c'était facile de trouver un studio à l'époque, hein, tu galérais pas autant qu'aujourd'hui. Et puis ça a commencé comme ça en fait. Et du coup, tu avais fini tes études ou pas? Ouais, j'avais arrêté, les ex étaient finis, oui, effectivement. Ouais. J'étais dans une période un peu où il se passait pas grand-chose. Et qu'est-ce qui t'a amené de base, cet amour pour le cinéma? Est-ce qu'il y avait un truc spécifique? Bah en fait, moi j'étais parti pour faire des études d'économie, une fac d'éco. Et puis quand je suis arrivé à la fac, j'ai pas du tout aimé. Et je me suis dit vraiment ça, je me suis dit, mais quitte à être chômeur, autant être chômeur dans un truc qui te passionne, parce que tu auras peut-être plus de chances de travailler, parce que comme tu auras envie de le faire, du coup, ça se sentira peut-être, quoi. Et il y avait un seul truc qui me branchait dans la vie, c'était le cinéma, les films, tu vois, on avait un magnétoscope, on avait Canal+, à l'époque, tu vois, c'était 84, c'était Canal et tout. Je me matais tous les films de science-fiction. J'étais vachement branché sur les films de fantastique et science-fiction américains, moi. Ok, et du coup c'est marrant, finalement tu te retrouves dans le son, mais un peu par hasard, quoi. C'est juste les rencontres. Ouais, mais parce que je considère pas que je suis dans le son, en fait. Moi, je suis sur des tournages, cinéma, bien sûr, ouais. Et je me considère comme un assistant mise en scène, comme on l'est tous, plus ou moins d'ailleurs. Et du coup, là, tu as parlé un peu de ton cursus, mais qui est assez global, au final, qui t'emmenait peut-être sur autre chose, mais juste c'était des études de cinéma. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais s'il y a des études plus spécifiques qui existent pour le son, le domaine du son, et pour être perchman, par exemple? Oui, alors pour être perchman à proprement dit, oui, parce que moi, par exemple, j'ai donné des cours de perche dans une école à Lyon qui s'appelle la Cinéfabrique. Donc il y a eu un petit cursus de perche, et donc du coup je me suis amusé avec mon expérience à avoir une sorte d'approche comme ça, petit à petit, de faire monter un peu le niveau aux élèves. Donc sur 3 jours, tu vois, des petits exercices faciles et puis de plus en plus compliqués, jusqu'à percher de l'improvisation. Et mais ça n'existait pas à l'époque, hein, les cours de perche, tu vois. Il y a plein d'écoles aujourd'hui et puis qui t'apprennent à être assistant son, à connaître tout le matériel, à même faire des tournages au sein des écoles, ce qui développe quand même cette connaissance de comment ça se passe concrètement vraiment sur un tournage, ce que j'avais pas vraiment moi vu à l'époque avant de tomber sur ce long métrage Tomber du ciel. Toi, les petits trucs entre copains à l'école, c'était pas vraiment professionnel, quoi. Je pense qu'aujourd'hui il y a plus de formation, ouais, pour être perchman, mais surtout aujourd'hui on est moins souvent deux. Parce que vraiment à l'époque c'était ça, c'était très rare. Moi j'étais 3e sur ce film, mais on était souvent 2 au son. Aujourd'hui, il y a plus de matériel, il y a souvent aussi plus de caméras sur les tournages. C'est plus les mêmes manières de tourner, on répète plus. Quelquefois on met même plus en place, on tourne, on répète-tourne comme on dit. Parce qu'on n'est plus en pellicule, donc du coup on appuie sur le bouton et puis si on a capté la vérité du moment, croit-on ou pas, ça sera bien. Donc finalement, on répète en tournant, il y a plus de tension parce que toi, tout est bon, tout peut être éventuellement bon. Puis s'il y a une perche, évidemment, c'était la meilleure prise qui a été gâchée par la perche. Même si aujourd'hui, même ça a changé parce qu'une perche, ça peut s'effacer. Parce qu'à l'époque, toi, tu tournais en pellicule et puis après, tu allais en salle de projo, quelquefois le soir après le tournage, tu voyais les rushs, et puis là, d'un coup, tu blanchissais tout seul dans ton coin, dans cette salle obscure, en voyant l'ombre de ta perche énorme sur le mur blanc derrière, et tu disais « Ah, punaise !» Et tu pensais que tout le monde allait se retourner vers toi en disant « Ouah, t'as fait louper la prise et tout !» Et puis les gens finalement regardaient autre chose, regardaient peut-être éventuellement que le comédien n'était pas bien sur cette prise, ou tu vois, mais toi à ce moment-là tu relativises rien du tout, tu es vraiment obsédé par ton métier en fait, la technique, quoi. Et du coup tu m'offres une bonne transition. Est-ce que tu trouves que ton métier il a changé entre tes débuts et maintenant, tant que ça fait une trentaine d'années maintenant? Oui, il a beaucoup bougé, ouais. Oui, il a changé. Avant vraiment la perche c'était le principal, le micro, la prise de son, et
Et vraiment, on t'apprenait à être ce qu'on appelle sur le trait de la limite. Donc, du coup, tu as un cadre. Dans le viseur, tu as un cadre. Et puis, tu as un petit peu de rab au-dessus, sur les côtés, en dessous, tu vois. Et le petit rab au-dessus, dans lequel on voit arriver les choses, hein, et notamment le micro, te permettent d'aller, avec le cadreur, choper une limite pour savoir que si tu descends de ça, tu rentres dans le cadre. Et donc ça, c'est un rapport au cadreur, quand tu es un perchman expérimenté, qui est super intéressant, humainement, un truc de confiance, tu vois, mutuelle, qui te laisse naviguer comme ça sans que ça le stresse lui qui cadre, parce qu'il sait que s'il bouge, tu bougeras avec, tu vois, c'est une vraie danse à deux. Et aujourd'hui, souvent, ils cadrent même plus au viseur, parce qu'ils voient pas grand-chose dans leur viseur, dans leur caméra numérique, donc c'est souvent les gens au combo derrière qui ont une grande image, qui voient plus les petites choses comme ça, notamment les micros, ou les ombres, ou les reflets, que le cadreur lui-même. Et ça, j'ai vu vraiment ça arriver, évoluer. Ouais, c'est moins drôle, quoi, mais Parce que du coup, ça se passe c'est autre comment chose. pour mettre en place, genre, justement, le cadreur ou la personne qui tient la caméra va faire son cadre, et du coup, t'expliquer, genre, toi, tu vas être avec ton micro, tu vas faire des tests pour dire, qu'est-ce que là, je suis dans le cadre, pas dans le cadre, pour que tu vois à peu près la limite. Oui, alors ça, c'est théoriquement, c'est ça. Ok, En la tout cas, théorie. c'est ça. Et puis après, avec l'expérience, l'idée, c'est que tout ça soit complètement intuitif et plus du tout dans un rapport au cadreur. C'est-à-dire qu'on sait qu'on passe tel objectif ou qu'on va cadrer tel plan. Et toi, comme tu es perchman depuis longtemps, bah, tu es aussi cadreur. Et grosso modo, après une semaine à voir comment le cadreur cadre, c'est-à-dire s'il laisse beaucoup d'air au-dessus, particulièrement de l'air au-dessus, ou sinon, ou si ce que veut le réalisateur, etc. Souvent, il y a des écrans à droite à gauche, donc tu peux jeter des coups d'œil sans embêter le cadreur à lui demander tes limites, en fait, tu vois. Donc voilà, tu cadres, en fait. Donc, bah, des fois, il va te dire que t'es dedans ou quoi, mais grosso modo, ça arrive plus beaucoup dans mes journées, quoi. Ah, donc avec l'expérience, maintenant, tu arrives à savoir toi-même en voyant comment est la caméra, avec quel Ah oui. Objectif. objectif il y a, que tu sais que Ah c'est oui, tout dedans à ou fait, pas. ouais. Ouais, ouais, Alors carrément. pourtant, t'es loin aussi, toi, t'es loin potentiellement de la caméra. Oui, mais ça change t'es rien, hein. loin- Ça change rien. Ok. Tu sais, quand tu filmes quelqu'un, ou enfin un plan, tu as un premier plan, et puis tu as les trucs au fond, quoi. Quand tu perches un comédien qui est en premier plan, tu as toujours, je sais pas, on dirait une main au-dessus de sa tête, grosso modo. Que tu sois au 50 mm ou au 40 mm, ou tu vois, quand tu passes au 100 mm, etc., tu commences à rentrer un peu dans la tête, ça dépend à quelle distance tu es du comédien, mais par contre, quand tu vas percher quelqu'un qui est en second plan, c'est-à-dire tu as t'as le premier plan avec le comédien qui parle et tu as quelqu'un qui passe au fond, par exemple, si tu es au 50 mm, bah, tu seras peut-être à peu près au même niveau, mais si tu passes au 21 mm, tu peux monter de 3 mètres, quoi. Tu vois, d'un coup, la diagonale, elle fait ça. Donc finalement, le premier plan, il change pas énormément. Enfin, tu vas venir gratter un peu, mais et puis si le comédien ne parle pas beaucoup, tu vas venir un petit peu peut-être demander une limite. Mais en général, je te dis, tu vois aujourd'hui, il y a des écrans partout. À l'époque, il y avait à peine des combos, des fois pas de combos. Donc c'est-à-dire des retours vidéo de ce qu'on fait. Et puis maintenant, il y en a pléthore. Tout le monde a son petit retour image. Donc tu te débrouilles toujours pour avoir un petit œil sur ce qu'on fait, quoi. Et du coup, hormis ça, est-ce que le matériel, concrètement, il a changé aussi entre tes débuts en 30 ans? Oui, il a énormément évolué. Moi, j'ai commencé, les ingénieurs du son, ils étaient à la bande, hein, au Nagra 4, 4S. Et puis après, il y a eu ce qu'on appelle les DAT, donc c'était sur des petites digitales, mais sur des petites cassettes. Et puis après, il y a eu des DVD, on gravait sur des DVD. Et puis après, là, on est passé au Kantar et autres qui sont complètement numérisés. Le soir, tu mets tes rushs sur une petite carte, et puis voilà, quoi. Tu vois. Mais du coup, toi, au niveau de la perche, est-ce que tu as eu des Alors au changements niveau de la sur- perche, la perche, non, c'est grosso modo la même chose que depuis le début. Il y a pas beaucoup de marques de perche, mais en France, on a les VDB, là, que je t'ai montré tout à l'heure, qui sont légères en carbone et en fibre de verre, qui sont légères, télescopiques, donc tu vas régler ta perche comme une canne à pêche un peu, tu vois, à la longueur que tu veux.
Et les micros, bon, il y a des modes de micros, tu vois, à un moment donné, ils vont tous utiliser 2 micros, et puis 5 ans après, c'est pas ça qu'il faut utiliser, c'est un autre truc. Et puis les micros ont changé aussi parce qu'on est passé au numérique, et tu vois, avec le souffle des micros et tout ça. Mais la vraie révolution aussi, en dehors du numérique, ça a été les HF. Au début, je te disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de HF, très peu. C'était des gros boîtiers avec des piles qu'il fallait changer, tu vois. Et je me souviens, on avait les récepteurs, c'était des grosses valises avec des grandes antennes, que quand j'étais stagiaire, il fallait que je les tire sur des longueurs de câble pour se rapprocher des comédiens. Maintenant, ça porte très loin. Et puis, tu as des tout petits micros avec des tout petits émetteurs que tu peux planquer vraiment beaucoup plus facilement et qui sont de très bonne qualité. Donc, ça change aussi beaucoup. Et ça, du coup, c'est toi qui t'en occupes ou l'ingénieur du son Moi, j'aime bien m'en occuper, je sais m'en occuper, mais en général, l'ingénieur du son aime bien le faire parce que déjà, il voit comment il a posé son micro, il comprend un peu le costume, d'où pourraient venir les bruits. C'est aussi son contact avec les comédiens, parce que l'ingénieur du son, finalement, il est un petit peu plus en retrait de la face que toi. Toi qui es vraiment en contact direct avec ce qu'on appelle la face, c'est-à-dire les comédiens, la caméra, tout ce qui se passe... tout ce qui travaille pendant la prise. Et le perchman, tu travailles entre les prises parce que tu prépares la suite et puis tu travailles pendant la prise. Donc tu n'as pas beaucoup de moments de repos. Et c'est ce que j'aime dans ce travail d'ailleurs. Et est-ce que tu as plusieurs perches? Est-ce qu'il y en a des Oui, il peut y avoir plusieurs longueurs de perches. La VDB XL, là, je l'aime plutôt bien parce que elle fait un peu tout un film, hein. Elle va jusqu'à 5 mètres et quelques, et en réduit, là, je sais pas, elle doit faire 1m10. Et après, tu peux avoir des petites perchettes, ou ce qu'on appelle des poignées, c'est-à-dire vraiment un bout de perche, on va dire, tu as un bout de haut de perche qui doit faire 30 cm. Et puis des fois, tu mets une rallonge de perche. D'un coup, tu te retrouves avec... Au-delà de 6 mètres? Ouais. Et ça commence à faire... Ouais. Et alors, la perche, là, elle fait un arc, tu vois. Et puis, j'ai fait un film qui s'appelait Un peuple et son roi, où j'avais ça, là, j'étais sur une tour de 6 mètres avec une perche comme ça, et la rallonge de perche, et ce qui était un peu aberrant au bout du compte, parce que tu perchais un mec qui disait « Vive le roi » dans l'assemblée, à gauche de l'assemblée, puis il y avait un mec qui répondait à droite, mais le temps que la perche se déplace, tellement elle est grande et longue, tu vois, le temps que la perche se déplace pour aller chercher l'autre, c'était mort, quoi. Donc c'était un système un peu pourri, quoi. Et du coup, pourquoi il n'y a pas 2 perchemans? Est-ce qu'il y a plusieurs perchemans souvent? Ouais. Là, sur ce film-là, on était 4. Mais, enfin, pas 4 perchemans, mais on était l'ingénieur du son et 3, moi, et puis 2 assistants, et un assistant et une stagiaire. Mais ils étaient tous occupés. Et oui, bien sûr. Et puis tu peux planquer des micros surtout, tu vois, au lieu de te retrouver sur une tour de 6 mètres, être bloqué toute la journée en plus, tu vois. D'ailleurs, c'est ma question, parce que comme tu dis, il y a de plus en plus de micros HF sans fil. Du coup, pourquoi il y a encore ce besoin de la perche? Est-ce que c'est un truc qui va remplacer, ou est-ce que c'est parce qu'on n'a capte pas les mêmes sons? Pour l'instant, quand même, le micro de la perche, il encaisse beaucoup mieux que les tout petits micros, tu vois, qui sont des toutes petites grilles qu'on met sur les comédiens. Donc du coup, ils ont un grand corps, ils sont beaucoup plus, comment dire, ils captent mieux tous les sons. Ils captent mieux tous les sons, enfin en tout cas en prise de son des voix, et puis on essaie d'être en câble aussi pour avoir plus de dynamique sur les gueulantes, sur les bruits assez bas. Les HF, ça amène un peu de bruit de fond, quoi. De petits parasites. Ouais. Okay. Et puis tu peux être aussi parasité par plein de trucs en HF, tu vois. Et du coup aussi pareil là, au niveau du nombre de personnes, donc là tu as dit un ingé son, toi en perchman et pas un assistant, etc. C'est quoi à peu près aujourd'hui, il n'y a pas une règle absolue, mais aujourd'hui, souvent tu as l'ingénieur du son, le premier assistant son, donc le perchman, et puis un second assistant son. Okay. Donc qui fait de la perche aussi, qui n'a pas encore une expérience suffisante éventuellement pour être perchman, mais qui peut éventuellement le faire, et à qui on donne justement des deuxièmes percher les off aussi, donc tu vois, donc les comédiens qui ne sont pas face caméra, ou qu'on ne voit pas la caméra, mais qui donnent la réplique.
Et puis, on peut éventuellement avoir un stagiaire en plus. Et il peut y avoir plusieurs premiers ou plusieurs seconds. Ouais. Ok. Ouais. Ah, mais du coup, c'est ça le vrai terme, parce que c'est vrai qu'on dit toujours perchman, mais du coup, le terme, c'est premier assistant. Premier assistant son. Ouais. Mais on dit perchman aussi. Hein. Et on dit deuxième perchman pour deuxième assistant son. Ok. Perchman, finalement, c'est pas que ça raconte plus de choses aux gens, mais finalement, c'est boom operator en anglais. Ouais, ça me fait finalement, c'est un peu le pendant de ce mot-là. Finalement, ça explique un peu le métier. Quoi. Premier assistant son, c'est encore plus finalement. Encore plus irréel. Enfin, on n'arrive pas à savoir. Oui, exactement. C'est très vague. Ouais. Tu as travaillé sur une centaine de projets, dont des films comme Vortex de Gaspard Noé, Sur les chemins noirs de Denis Imbert, ou encore les séries Bref et Fiasco. Comment est-ce que tu abordes des projets aussi différents ? J'ai envie de te dire de la même manière. C'est-à-dire, j'essaye de comprendre ce que le réalisateur cherche, veut, comment il travaille, c'est vraiment la personne que je suis du regard et que j'écoute principalement toute la journée. Même si je suis en train de faire quelque chose, si je suis en train de te parler, si je suis en train de dire une connerie à quelqu'un, etc. En vrai, mon vrai moi, il écoute et il regarde le réalisateur pour essayer de se mettre, pas dans sa peau, mais dans ses envies, dans ce qu'il cherche, pour pouvoir, comprendre, anticiper, et éventuellement même au bout d'un moment, il m'arrive de comprendre comment on va le tourner même. Quand tu es sur un projet depuis une semaine, 2 semaines, après ça dépend du projet, du réalisateur et de comment ça se passe, mais tu relis la scène que tu dois faire le lendemain et puis dans ta tête, vu ce qu'on a déjà fait, tu comprends la manière dont on va le faire. Peut-être on va se dire, tiens, ça va être un plan steadicam à tous les coups, on va faire ça en plan séquence, ou tu vois. Gaspard Noé, Climax, le premier film que j'ai fait avec lui, c'est un des projets où je me suis senti le plus utilisé avec mon expérience, et où tu te mets dans un coin, tu regardes ce mec qui t'entend pas, tu le vois, il cherche tout seul dans son coin, et puis il va voir ces jeunes qui n'étaient pas comédiens, qui étaient danseurs et tout ça pour la plupart, et puis tu vois qu'il va leur parler un petit peu, personne n'entend ce qu'il va dire, et puis tu vas pas aller te coller à lui pour montrer que t'es... Donc tu fais ça, tu regardes de loin, et puis il se rebarre, et puis après discrètement tu vas aller voir le mec, ça va et tout, puis tu vas lui demander, tu vas dire un truc finalement, il dit ah bah oui, et puis là tu vas comme ça tirer un peu le fil du plan qu'on va finir par faire, et puis voilà, mon métier c'est de pas avoir à ce que quelqu'un me dise ce qu'on va faire. Enfin, t'es vachement dans l'anticipation en fait. Ouais, tout à fait. C'est marrant que tu parles de Climax parce que du coup en plus c'est un plan séquence en vrai. Bon, oui. Il est sûrement triché, mais... C'est un plan séquence par jour de tournage. En fait. Mais donc du coup, ça doit t'arrives le matin, Gaspard Noé a monté... on faisait des mixtes, c'est-à-dire qu'on commençait à travailler plus tard dans la journée, genre début d'après-midi, et puis on finissait un peu tard, minuit, 1h, 2h du matin, je sais plus, mais on faisait pas mal d'heures. Et on était dans un endroit unique. C'est un huis clos. Et puis lui, il était avec son monteur sur place. Et puis il y avait même l'ingénieur du son qui était Ken Yasumoto. Il est monteur son aussi et mixeur de Gaspard Noé. Donc il avait son assistant aussi sur place avec le truc de montage, tu vois. Et quand l'équipe arrivait en début de journée, t'as Gaspard qui montrait le plan qu'il avait choisi de la veille. Donc le plan séquence de, je sais pas, ça durait 26 minutes peut-être des fois, tu vois. Et c'est lui qui cadrait, hein. Et ce plan, en fait, la fin de ce plan était le début du plan qu'on allait faire ce jour-là. C'est-à-dire qu'on raccordait dans le mouvement. Donc s'il panotait de gauche à droite sur un personnage en fin du plan de la veille, on commençait en refaisant ce même mouvement pour le coller au précédent. Et on faisait ça tous les jours. Du coup, ça c'est un peu compliqué, non, le principe du coup du... Non. Il se débrouillait très bien. Enfin, tu parles du raccord ou tu parles de moi? Non, pas le raccord, je parle plutôt pour toi, tu vois, de suivre quand c'est un long plan séquence. Il y a que ça, je ferais que ça dans ma vie, moi. C'est ça qui est intéressant. Là, t'es à 300% sur le truc, t'es concentré tout le temps, t'es ouvert comme ça. C'est génial. Parce que c'est un peu genre une chorégraphie, quoi. Tu dois savoir où te placer tout le temps à tel moment. Genre, mais ça, c'est instinctif, c'est avec lui. Toi, en plus, c'est un personnage qu'il faut approcher. Toi, comme c'est lui qui cadre, il faut pas non plus l'étouffer, il faut lui laisser la distance. Et c'est super excitant, en fait.
Je ferais que ça. Et après, sur les séries, est-ce qu'il y a des trucs un peu plus compliqués Ouais, Fiasco, c'était plus compliqué parce que c'était multicaméra. Au début, le réalisateur, il voulait même pas de Perchman. Parce qu'il faisait des zoom-in, zoom-out, tu vois, et des zoom etc. Il voulait un truc vraiment, genre, chopé, dans une idée de truc chopé comme ça, par des caméras cachées. C'était ça son principe. Et c'était The Office et tout ça, son envie. Donc il avait dit au départ à l'ingénieur du son qu'il voulait pas de perchman, il voulait justement que des micros HF et des micros planqués. Et puis finalement, c'est pas comme ça du tout que ça s'est passé. On était 2 perchman. Et puis, tu avais des cadreurs planqués, qui zoomaient, qui dézoomaient, mais nous, on avait des retours, justement, des retours vidéo pour voir quand est-ce qu'on pouvait partir, revenir. Ils faisaient pas que ça non plus, donc tu vois, il y avait une certaine cohérence. Mais c'était super fatigant, quoi. Parce qu'on ne s'arrêtait pas de tourner. Les comédiens, s'ils se plantaient ou quoi, on reprenait la prise sans s'arrêter, tu vois. Donc là, tu as la perche en l'air pendant des demi-heures. T'es crevé. Ouais, mais du coup, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est un peu ça aussi pour mais les plans bouger. séquences. Ouais, voilà. Mais les plans séquences, tu bouges. Oui, oui, parce que les comédiens, je sais pas si tu as vu Fiasco, mais finalement, ce principe-là, cette manière de tourner, qui est une caméra là-bas au bout à gauche, une caméra en très longue focale derrière la fenêtre là-haut, fait qu'en fait, tu es obligé un peu de tanker les comédiens, parce que s'ils sont 1 mètre à gauche ou 1 mètre à droite, ils rentrent pas dans la caméra, ou ils sont bien pour une caméra, mais pas pour les 2 autres. Donc du coup, c'est un système de multicaméra, et tu te retrouves facilement avec des comédiens qui sont dans des marques et qui bougent pas. Et donc du coup, toi, tu bouges pas non plus. Et parce que du coup, et toi, là, pour réussir à avoir le son pour toutes les caméras, il faut aussi que tu sois très précis à un endroit et que tu bouges pas, quoi. Oui, il faut que tu sois. De toute façon, il y a pas, il faut que tu sois à la caméra la plus large. Hein. Tu as une multicaméra, y en a une qui va aller faire un gros zoom sur le comédien, l'autre elle est en plan large, toi tu es en plan large. Et d'ailleurs, justement, tu parlais tout à l'heure qu'aujourd'hui, avec les VFX, on peut aussi vachement retirer des perches. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi ce truc des fois de se dire, ok, pour le plan, il faut quand même le son bien, et donc du coup, c'est pas grave, descend un peu, ou on est d'accord que la perche soit dedans, mais limite que ce soit ok pour tout le monde, genre que ce soit une vraie décision. Oui, ça commence à venir. Alors même si techniquement on le fait déjà depuis un moment, puis dans d'autres pays, on va te dire, oui, bien sûr, attends, pourquoi tu me poses la question? Dans le plan large, il bouge pas, tu rentres dedans, il n'y a pas de souci. C'est pas tout le temps évident non plus, parce que par exemple, si tu es en extérieur, la lumière bouge, toi, tu peux pas forcément tout le temps effacer les choses comme ça. Si la caméra bouge aussi, c'est plus compliqué, c'est plus cher. Et puis, faut que ça vaille le coup. Oui, c'est ça, oui. Parce que ça a un coût, évidemment. Si tu es dans la rue, comme ça, en extérieur, à chaque fois, ça dépend. Et je me suis finalement confronté avant la technique à la psychologie, parce que tu as quand même au bout du compte un réalisateur, des gens qui sont derrière les écrans, des producteurs, etc., qui voient ce qu'on est en train de filmer, et qui voient un plan serré, qui voient un plan large, et dans le plan large, ils voient la perche. Et des fois... ça marche pas pour eux de voir une perche dans le plan, même s'ils savent qu'on peut l'effacer ou quoi. J'ai déjà eu ça. Et oui, forcément, Tout le monde est d'accord, hein. T'as le mec des SFX qui est là, qui dit non, mais vas-y, Banco, c'est bon, on y va. T'as tout le monde, le chef-op qui dit ouais, c'est bon, etc. Et puis finalement, au bout du compte, on dit ah ouais, non, je préfère pas. T'insistes pas, c'est le film du réalisateur, enfin, toi, où tu proposes, parce que ça serait pour améliorer les choses. Si on te dit que c'est pas possible, tu t'y vas pas, et puis c'est tout. Et du coup, comment tu fais pour anticiper justement les mouvements des comédiens sans que la perche apparaisse dans le cadre? Parce que tu disais, il y a peu beaucoup de répétitions, il y a un peu des répétoires, donc comment ça se passe concrètement quand c'est parti, on aime la caméra, et du coup on y va, c'est un peu compliqué. Alors moi c'est ce que je préfère aujourd'hui. Moi ce que je préfère aujourd'hui après 30 ans de perche, c'est de l'impro, j'ai fait Jackie, je sais pas si tu as vu ce film avec Nathalie Portman sur Jackie Kennedy de Pablo Larraín, et c'était une caméra 16 mm alors qu'on était déjà en numérique depuis longtemps, et on avait tout le plateau, c'était au studio de chez Besson, et le plateau c'était la Maison Blanche jusqu'au bureau ovale, tu vois. Et puis Nathalie Portman, elle, c'est un robot, hein, c'est-à-dire que tu appuies sur un bouton, elle va te sortir tout le texte du film du début à la fin si tu l'arrêtes pas. C'est vraiment, c'est pas un robot, c'est un instrument de musique plutôt. C'est plus sympa quand même. Et donc le seul truc qu'il lui disait au début du plan, donc tu avais un chef-op cadreur, Stéphane Fontaine avec la caméra à l'épaule.
son assistante, Fabienne, assistante caméra, et puis moi. Et puis on n'était que tous les trois, on avait la comédienne en face, et action, jusqu'à la fin de la bobine, elle improvisait ses mouvements, etc. Donc on partait, elle poussait des portes, on la suivait, on passait dans des miroirs, on passait dans des projecteurs, et au bout d'un moment, c'est bête, hein, mais ton corps, il sait. C'est-à-dire que au bout d'un moment, tu ne saurais même pas expliquer vraiment ce que tu fais. C'est-à-dire que ce que je disais à des jeunes assistants maintenant, c'est que ton corps, ta perche, tes mains, ils vont même pas aller là. D'instinct, ils vont même pas aller à gauche parce qu'ils vont savoir qu'il va y avoir des ombres, etc. Donc tu vas t'arrêter pile au moment où... Mais ça, c'est l'expérience, tu vois, c'est comme dans tous les métiers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça te dépasse. C'est à force d'avoir fait les choses et refait des choses, même si c'est pas les mêmes tournages, même si c'est pas... Mais en fait, au bout d'un moment, c'est ton corps qui tu réfléchis plus vraiment en fait, tu regardes le comédien, t'es avec lui et puis en fait tu souris quoi. Ouais, mais du coup ça répond pas beaucoup à ta question surtout du coup. Ça c'est toi maintenant après 30 ans d'expérience, mais toi tu vois il y a 25 ans tu vois. Là tu passes par tous les trucs, au début t'es là, t'as les jetons de tout, il y a des lumières, tu sais même pas ce que tu devrais demander pour améliorer ta position. C'est-à-dire qu'on te dit faut travailler même les lumières, tout a beaucoup changé dans le cinéma. Avant c'était des grosses sources, fallait travailler avec des drapeaux, c'était des sources dans l'axe, donc tu demandais des trucs très précis. Et quand tu es jeune perchman, alors si tu as la chance de bosser avec des ingénieurs du son qui ont été perchman, ce qui a été mon cas pendant des années, ils t'apprennent ça aussi. Mais quand tu passes avec des ingé sons qui n'ont pas été beaucoup perchman, c'est toi-même qui dois faire ton apprentissage. Et tu vas demander des choses, et quand tu vas demander des choses à un chef électricien ou à un chef opérateur qui a déjà de la bouteille, tu as intérêt à savoir, surtout à l'époque, c'était pas la même ambiance sur les tournages, tu as intérêt à savoir pourquoi tu demandes les choses et ce que tu peux demander. Et surtout si le drapeau qui va servir à couper un peu la lumière sur le fond et pas faire d'ombre, va vraiment servir à quelque chose ou pas. Ou si ce drapeau, pour qu'il te serve à quelque chose, va pas te gêner toi-même pour percher. Donc tout ça, c'est... tu te plantes en fait, et puis tu te replantes, et puis au bout d'un moment, tu vois, c'est... Ouais, c'est juste qu'au début, tu es beaucoup plus à poser beaucoup de questions, à essayer des choses. Ouais, tu fais chier tout le monde. Ouais. Tu stresses, donc comme tu stresses, tu en demandes peut-être un peu trop tout, puis au fur et à mesure, tu ne demandes plus rien aux gens, t'es là, t'es avec eux, et puis du coup, tout est un peu plus simple, quoi, parce que comme tu leur mets pas la pression, les choses, le jour où tu demandes un truc, en fait... ça peut plus arriver un peu tout cuit parce qu'ils savent que si vraiment tu demandes un truc, c'est que tu en as besoin, quoi. À quel point c'est un métier physique aussi, parce que mine de rien, on le voit comme physique, on le voit comme tenir une canne pendant des heures ou quoi. Ouais, alors c'est même pas forcément que tenir une canne, mais tu te déplaces, tu cours, tu portes du matériel, et puis si moi j'ai eu quelques pètes en moto, des trucs comme ça, si tu te fais mal aux pieds ou machin, tu peux pas bosser en fait. Toi, tu es ingénieur du son, alors tu es incommodé pour porter des trucs, etc. Mais tu as des assistants et tout. On peut finalement en arriver à travailler en se mettant derrière ton enregistreur. Et puis toi, perchman, tu vois, si tu as un bras en bandoulière, si tu boites, si tu machin, ou si tu es malade, parce que donc tu vas pas être près du comédien. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui font que c'est physique et c'est athlétique. C'est-à-dire que faut être en forme. Tu vas faire la même chose que les comédiens, etc. Mais toi, tu as une perche au bout des bras, donc tu vas monter des escaliers, je sais pas combien de fois. Le steadicammer qui aura fait les mêmes marches que toi, à la fin de la prise, il y a le machinot qui va lui prendre son steadicam et qui va repartir en position de départ pour refaire la prise. On va lui demander si ça va bien et qu'il peut la refaire, mais toi en fait en général on ne demande pas, jamais on demande au perchman c'est bon, ça va le faire, tu vas pouvoir le refaire. Non, tu t'en chies et tu dis rien à personne et tu dis bon, j'espère que la prochaine sera la bonne, tu vois. Mais c'est un métier vraiment physique. La preuve en est, c'est que moi je me suis fait opérer les épaules il y a peut-être maintenant, ça passe vite, donc il y a peut-être 5 ans. J'ai eu les 2 tendons supraépineux, donc le tendon qui te permet de lever le bras latéralement le long de ton corps jusqu'en haut, qui ont rompu. Donc les tendons, ils se sont sectionnés à force de 30 ans de perche.
Et ça, c'est une maladie professionnelle, en fait. Donc, comme si j'étais peintre en bâtiment, ou ça serait la même maladie professionnelle, c'est-à-dire que le bras à tant de degrés, plus de tant d'heures par jour pendant plus de tant d'années, bah, fait que ton corps il dit stop, et donc tes tendons rompent. Et donc là, c'était la fin de ma carrière, quoi. Toi, je me demandais, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire et tout. Et je suis allé dans une super clinique, on m'a ouvert, on a été chercher le tendon, on l'a réagrafé sur l'épaule, et c'était 4 mois de rééducation à chaque fois. Ouais. Donc j'ai réussi 1 an sans travailler. Tu vois, c'est physique, hein, c'est vrai que d'un coup, tu peux plus bosser. Et puis après, il y a eu la rééducation, tout ça, donc ça fait 1 an. Et j'ai repris mon métier comme si de rien n'était, sans aucune séquelle, avec aucune gêne et aucune douleur depuis. J'ai rebossé beaucoup depuis, j'ai jamais eu de problème avec... C'est un truc qui arrive régulièrement, ça, chez les perchman ? Bon, en fait, chez les vieux perchman, parce que... Peut-être, enfin, pas que, mais ça dépend de ta constitution. Hein. Peut-être qu'il y a des vieux perchman qui n'ont jamais eu ça, et puis, ou qui s'en sont pas rendus compte. Mais en général... Enfin, il y a pas énormément, finalement, enfin, j'ai pas le compte, mais de perchman qui font ça depuis 30 ans ou plus. En général, ils sont passés ingénieurs du son, ils ont été intelligents, ils se sont dit, à un moment donné, je vais vieillir et il va falloir que je commence à penser à l'avenir. Et moi, ingénieur du son, c'est vraiment un métier à part. C'est comme tu as déjà interrogé des directeurs de photos ou des assistants de caméra peut-être. Ouais. On travaille en binôme, mais c'est pas du tout le même métier. C'est pas du tout le même rapport au plateau, le même rapport aux gens, le même rapport à la technique. Donc perchman, c'est intimement lié à ingénieur du son, mais c'est pas du tout le même métier, quoi. J'allais te demander justement, c'est quoi un peu, tu vois, les évolutions possibles en tant que perchman. Du coup, c'est passé ingénieur du son. Ouais, en toute logique, c'est plutôt ça, parce que bon, alors donc c'est pas le même métier, mais c'est un métier que tu côtoies pendant toutes tes années de perchman. Donc et puis des fois, tu fais aussi des courts métrages comme ingénieur du son. Enfin, tu peux aussi préparer finalement ce changement d'une manière ou d'une autre. Ça n'a jamais été mon cas. Peut-être parce qu'au départ, je voulais pas faire de son, tu vois, je sais pas. Et aussi à un bon moment, j'ai dû me raconter que j'allais au bout d'un moment réaliser des films ou quoi. J'ai finalement réalisé 2 filles, c'est déjà pas mal. Et enfin réalisé. C'est plutôt elle qui co-réalise, c'est plutôt elle qui nous réalise. Ouais. C'est assez rare, ouais, ceux qui restent perchman. Ouais, il n'y en a pas énormément. Pas énormément. Et d'ailleurs, pendant tes films, enfin pour les films que tu fais, qui t'appelle ? Comment ça se passe ? Comment tu rejoins un film ? À quel moment tu le rejoins ? Est-ce que c'est les dires de prod ? Est-ce que justement c'est l'ingénieur du son ? C'est l'ingénieur du son. Okay. Ouais. C'est l'ingénieur du son. Et alors l'avantage que j'ai aujourd'hui, justement, du fait de ma longévité, c'est que j'ai vraiment le grand bonheur de travailler depuis quelques années avec principalement des ingénieurs du son plutôt jeunes qui ont été soit mes stagiaires, soit mes assistants il y a déjà 15 ans ou plus, tu vois. Et c'est génial parce que du coup, on n'a même pas besoin vraiment de se parler. C'est-à-dire qu'on sait comment on travaille. Alors on va parler de bouffe, on va parler du film, on va parler de plein de choses, mais la technique elle-même, en fait, on sait comment on travaille ensemble, quoi. C'est super. Et du coup, c'est directement les ingé sons qui t'appellent qui toi. M'appellent, ouais. D'accord. Ouais. Et à quel moment t'es appelé justement ? Est-ce que c'est quelques mois avant le tournage ? C'est quelques semaines ? Ça dépend. Les choses ont évolué aussi, mais non, ça dépend. Oui, ça peut être quelquefois des mois avant. Et puis, du coup, tu bloques ces dates. Et puis, au dernier moment, le film se fait. Mais ça m'est arrivé 2 fois récemment. Ce film, c'est des films à l'étranger. Ce film se fait, mais finalement, au dernier moment, il se fait sans toi. Parce que t'es trop cher. Parce que du coup, ils vont prendre un perchman local. Ou tu vois. Et puis, des fois, c'est un peu au débeauté. Parce que le film est tombé comme ça. Comme ça très peu de temps avant le tournage finalement. Allez, on va dire qu'en général, peut-être 1 mois avant, 2 mois avant, je suis au courant un petit peu de ce que je vais faire quand même, tu vois. Et du coup, est-ce que tu arrives uniquement pour le tournage ? Genre ton premier jour, c'est le premier jour de tournage, ou tu arrives un peu avant pour faire aussi, je sais pas, quelque chose avec les ingé-sons, enfin l'ingé son ? On a 1 ou des journées de préparation. On va soit chez un loueur de matériel, soit l'ingénieur du son a son propre matériel, et là pendant quelques jours on revérifie le matériel ensemble, on voit si tout marche bien, on adapte la configuration au tournage qu'on va faire, si c'est un tournage où on bouge beaucoup, si c'est un tournage avec des trucs particuliers de véhicules ou des demandes particulières, de l'enregistrement musical ou
Et à ce moment-là, de toute manière, sur chaque tournage, j'ai au moins une journée de préparation avec l'ingénieur du son pour se remettre un peu dans le bain, tu vois. Ne serait-ce que, enfin, le matériel change, il y a des choses qui évoluent, et puis c'est toujours bien de ne pas arriver le premier jour de tournage à se demander où sont les choses. Donc voilà, oui, il y a un peu de prépa. Et du coup, l'ingénieur du son, il engage ou il donne des noms pour ses premiers assistants. Et toi, du coup, s'il y a des seconds assistants ou stagiaires, est-ce que c'est toi, du coup, qui les embauche? Ça, c'est pareil. Oui, c'est un truc qui peut... En tout cas, c'est un dialogue, mais pas forcément. C'est-à-dire que si l'ingénieur du son a quelqu'un avec qui il aime bien travailler comme second, bah, il va le proposer. Moi, je suis toujours partant. Hein. Et ou il va me demander, ce qui m'est arrivé encore récemment, si j'ai le nom de quelqu'un, parce que lui, la personne à ce moment-là, et à ce moment-là, je propose une des personnes avec qui je travaille d'habitude. Tu m'as dit qu'il y avait premier assistant son comme tu es Perchman et second assistant. Quelles sont les différences entre ces deux types d'assistants? Bah, il y a un truc hiérarchique. Il y a l'ingénieur du son premier assistant, et puis le deuxième assistant, donc dans cet ordre-là. Et la perche principale, le premier assistant fait la perche principale, enfin, donc les comédiens qui sont dans le champ, et puis quand il y a besoin d'une deuxième perche, si les comédiens sont trop loin, ou s'ils se chevauchent, s'ils parlent en même temps, etc., on va demander au deuxième assistant de faire cette perche-là. Et il va s'occuper aussi de la... Ça va être la personne qui va être entre moi et l'ingénieur du son, qui va aller assister l'ingénieur du son ou moi, et finalement apprendre un petit peu des deux, tu vois, aller, c'est bête, hein, mais recharger des batteries, aller donner des casques aux gens qui ont besoin de casques de retour son, du son qu'on fait, s'occuper de voir si le combo enregistre bien le son qu'on fait, enfin, pas mal de choses, aller voir s'il y a un bruit, aller voir avec la régie, si on peut... Moi, en fait, je bouge pas du plateau, grosso modo. Et toi, c'est vraiment la perche 100%. C'est pas perche seulement, c'est justement d'être là tout le temps, à être attentif à ce qu'on va faire. Perche, ça veut dire que c'est pendant la prise, oui. Mais en fait, souvent, ce que je dis à mes assistants, c'est que le plan, il commence souvent au coupé. C'est-à-dire que au coupé, tu vas avoir les informations après une première prise, tu vas avoir les informations, tu vas voir le réalisateur et le chef-op qui vont communiquer, et tu vas voir, ou les comédiens, et tu vas voir finalement ce que le réalisateur veut changer et vers quoi il veut aller. Et si tu n'assistes pas à ça, en fait, tu es déjà planté, tu le sais pas, quoi. Il y a des gens qui vont dire ouais, la moquette est dans le champ ou je ne sais quoi d'autre, et toi t'auras pas eu l'information que finalement il y aura une réplique en plus, ou finalement on va resserrer le cadre et de toute manière la moquette qu'on a éventuellement vue à la première prise elle sera jamais dans le champ. Donc toi t'es vraiment aux aguets en fait à la fin des prises autant que pendant la prise, quoi. Parce que toutes les informations à venir vont savoir, il va peut-être lui dire, bon, bah, quand même, on va recouper finalement ce plan qu'on pensait être un plan séquence, je vois que le rythme ne marche pas, donc on va quand même faire un contre-champ après. Toutes ces informations-là, elles ne passent pas forcément par le micro, et du coup, l'ingénieur du son, qui n'est pas forcément collé au plateau, va être un petit peu à quelques mètres ou dans une pièce à côté. Toi, tu es les yeux et les oreilles du son sur le plateau. Donc si tu te barres, en fait, tu loupes ça. Alors avec l'expérience, tu sais tu comprends les moments où tu peux le faire, mais même quand même, il y a une vigilance à avoir à ce moment-là, quoi. C'est ça qui te permet d'anticiper tout et de voir les choses arriver un peu au ralenti, quoi. Par contre, c'est vrai que ça manque pas mal de communication. Enfin, de ton côté, tu dois être juste aux aguets, mais c'est pas que personne vient dire les choses sur des modifications qui peuvent t'impacter, en fait. Ouais. Okay. Ouais. Non, souvent, il y a des assistants de mise en scène qui viennent me demander, tu vois, des seconds ou des troisièmes. Si le premier, il communique pas vraiment avec eux, mais qu'il a plutôt il est plutôt dans l'école assistant réalisateur, dans le sens où il quitte pas son réalisateur, il délègue pas beaucoup à ceux qui sont derrière. Et tu as des seconds ou des troisièmes assistants en mise en scène qui sont un petit peu en retrait et qui comprennent pas ce qui se passe. Au bout d'un moment, ils viennent me voir pour me demander ce qu'on fait. Hein. Ça arrive souvent. Est-ce que tu peux me dire comment se passe une journée type pour toi sur un tournage ? Eh ben, t'arrives, tu sors le matériel du camion, tu vas voir le décor, soit t'équipes, soit l'ingénieur du son équipe les comédiens, puisque c'est souvent ce qu'on nous demande en premier aujourd'hui.
c'est souvent le rapport qu'on a à la mise en scène, aux assistants de mise en scène maintenant aujourd'hui, c'est il faut équiper les comédiens, est-ce que les comédiens sont équipés? Et en fait, voilà, tu essayes de voir comment on va mettre en place le tournage, euh, et puis tu t'installes pour être prêt pour tourner. Tu as les prises qui s'enchaînent ou pas, et puis tu vas changer de séquence, et puis tu vas changer éventuellement de lieu. euh, et puis après, il y aura l'arrêt pour manger ou pas, si c'est une journée qu'on appelle continue, c'est-à-dire on commence par le repas et puis on fait une journée de 7h30 sans s'arrêter, ou ou si on s'arrête pour manger, auquel cas, nous, peut-être, on en profite. On aime bien les journées qui ne sont pas continues parce que du coup, on aime bien pouvoir profiter du temps de l'heure de pause. C'est 1 heure entière normalement à table. Donc nous, on aime bien en profiter pour faire des sons d'ambiance ou des sons seuls avec la figuration, tu vois, grignoter 10 minutes, un quart d'heure max pour pouvoir faire des sons qu'on n'aura jamais le temps de faire sinon parce que le tournage il avance et en fin de journée, les figurants que tu auras peut-être éventuellement sur une scène le matin seront pas là l'après-midi et puis ils sont peut-être pas la même énergie donc on aime bien aussi prendre ce temps-là quelquefois pour faire des ambiances avec les figurants. Moi j'adore ça, j'adore le rapport avec les figurants, avec le groupe, essayer de faire des choses ensemble. C'est quelque chose qui unifie vachement les gens, j'aime bien. Et qui c'est qui vous le demande ça, les sons d'ambiance et tout? C'est nous qui décrétons par l'expérience et puis c'est nous qui décrétons les besoins. Par exemple, si tu as un plan dans un restaurant, si tu as une séquence dans un restaurant, tu as 2 comédiens qui sont à table, qui discutent. Si tu as tous les comédiens, tous les figurants qui parlent comme dans un vrai restaurant, c'est super, ça donne une ambiance, même pour les comédiens. Mais par contre, si tu découpes dedans, tu empêches un peu le montage en fait, parce que tu auras tout le temps tu vas surcharger l'ambiance. Donc en général, on demande aux figurants de faire semblant de parler. Mais ça peut se passer autrement. Hein. Des réalisateurs vont vouloir garder l'ambiance, être dedans, s'immerger comme ça, et tu fais ce que tu fais selon. Mais quand même, en pratique de faire taire la figuration. Et une fois que la séquence est terminée et que les comédiens peuvent disposer, nous, on a la figuration pour nous. Et là, avec l'aide de l'ingénieur du son, du perchman et du second assistant son, on met un petit micro stéréo en place, on balaye un petit peu toute la figuration avec nos 2 perches, on se déplace, tu vois, pour faire un truc un petit peu global. Et du coup, on fait une ambiance qui va durer un petit peu plus longtemps que la scène pour pouvoir avoir une base qui va venir se mettre sur la scène, quoi. Ok, parce que ça, du coup, c'est pour des trucs très particuliers. Après, je sais que j'avais discuté avec une monteuse son, et du coup, elle me disait aussi que des fois, elle avait pas mal de choses en plus pendant une scène, je sais pas, des petits trucs que tu peux enregistrer, tu vois, genre si c'est une scène qui se passe dehors, juste laisser un peu le micro pour avoir une ambiance, je sais pas, dehors, de la forêt, des oiseaux, des choses comme ça, en gros. Alors, là, effectivement, en extérieur, donc là où tu ne maîtrises pas, par exemple, une route qui va passer, une rivière, des oiseaux, tout ce que tu veux qui peut arriver à l'extérieur, mais pas que à l'extérieur, ça peut être aussi dans des intérieurs, par exemple dans un hôpital ou dans des endroits que tu ne maîtrises pas, que le tournage, tu peux pas arrêter les gens de sauver des gens ou donc dans ce moment-là, tu mets ton micro stéréo, ou pas, mais en général un LCR, donc c'est un tripiste, donc un gauche, un droite et un milieu, et que tu vas mettre un peu plus loin, pas trop loin pour avoir à peu près la même ambiance, mais pas suffisamment près pour ne pas entendre les comédiens qui parlent. Et pendant tout le temps où tu tournes, ça va rouler en même temps. Et effectivement, tu auras cette unité de son sans le texte des comédiens qui permettra de raccorder les plans. Et du coup, après la fin de journée, je suppose que c'était... Et fin de journée, tu remballes ton petit matériel, si tu dois changer de décor, et puis l'ingénieur du son, il copie les rushs du jour, c'est-à-dire son enregistrement du jour sur une petite carte qui va donner à la personne chargée de récupérer ses rushs, qui va récupérer aussi les rushs images, tout ça synchronisé évidemment par le clap ou un timecode, et ce qui va permettre après de délivrer les rushs du jour en vidéo aujourd'hui, reçus par Vimeo ou autre moyen numérique aujourd'hui chez toi, avec ton petit code d'accès.
Quelle a été la chose la plus challengeante que tu as vécue sur un projet? On parlait tout à l'heure de Climax de Gaspard Noé. Ça, c'était vraiment challengeant parce que on travaillait justement avec très courte focale. Donc, ta perche, elle pouvait rentrer vraiment très facilement dans le champ avec de l'improvisation. Alors, c'était pas si improvisé que ça. On répétait quand même, mais il pouvait y avoir de l'improvisation quand même. Mais dans un long plan séquence qu'on ne coupait pas, euh, avec tout un système qui part en place, tu vois, où c'est une chorégraphie, quoi. Ok, tu peux couper, ok, on peut effacer une perche, tout ce qu'on a déjà dit, mais quand tu as lancé une prise qui dure 20 minutes et où toute une chorégraphie est mise en place pour que au début, tu es dans une pièce, tu pars avec la caméra dans un long couloir, il y a des changements de lumière, il se passe des choses, il peut y avoir des effets spéciaux en direct de sang, il y a de la comédie qui se joue intensément, et puis tu repars dans un couloir pour finalement, au bout du compte, au bout de la prise, revenir dans la pièce de départ où toute l'ambiance a changé, avec la musique qui a changé, les gens qui sont dans une transe complètement différente. Donc il y a une tension pour tout le monde, pas que pour le perchman, une tension absolue qui est vraiment, je pense, l'essence même du plaisir de notre travail, quoi. Où tu t'es forcé de te dépasser et il y a un truc comme ça qui... Ça, c'est un vrai challenge et tu te dis que ton expérience est vraiment utilisée à plein pot, quoi. T'es pas juste à percher quelqu'un qui est assis dans un canapé et qui raconte une histoire, tu vois. Auquel cas, oui, c'est toujours bien à faire. Et puis si l'histoire est bien, c'est toujours super, hein. Le problème n'est pas là. C'est que techniquement, c'est pas challengeant. Et puis j'avais fait aussi un film de Cronenberg, Cosmopolis, où tout se passait on a tourné 4 semaines dans un studio, dans une limousine. Et dans cette limousine, en fait, il y avait que des comédiens et moi. Quand j'étais le seul technicien à être tout le temps avec les comédiens. Le réalisateur était à l'extérieur, évidemment. Il avait une enceinte qu'on avait mis nous pour pouvoir communiquer avec les comédiens. La caméra, elle arrivait avec un bras électronique, donc elle était télécommandée. Elle rentrait, elle sortait de la limousine. Elle se démontait, cette limousine. Donc si le réalisateur décidait que la caméra allait être là, il venait de démonter un peu une partie du châssis et puis la caméra venait se poser là, tu vois. Et moi, j'étais tout seul avec les comédiens tout le temps à être seul là, tu vois, et c'est challengeant. Ah oui, surtout ça, c'est unique, je pense. C'était unique et super stressant parce que les premiers jours, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que le réalisateur avait été un peu. Déjà, il me connaissait pas. Toi, on était 2 Français sur le projet, l'ingénieur du son et moi, et c'était que des Canadiens et des gens avec qui il avait l'habitude de travailler. Donc, il était peut-être un peu méfiant. Puis j'avais le sentiment aussi qu'il avait dû être un petit peu traumatisé par des perches dans le champ, etc. Et le premier jour, le premier plan, la première prise, ça se coupe. Et là, il regarde le combo et il dit, mais c'est une perche, ça. Et là, tu te dis, waouh. Heureusement, c'était pas une perche, c'était un drapeau d'électro qui était dans le champ derrière, tu vois. Mais et il m'a fait ce coup-là plusieurs fois, tu vois. Et là, tu t'emmènes pas l'argent. Quel est le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail? Je peux répondre de plein de manières à cette question parce qu'en fait, sur chaque tournage, il y aura un truc humain ou tu vois, ou sur le projet, il y a toujours quelque chose finalement qui va être intéressant, qui va t'apprendre des choses. Mais les premiers trucs auxquels je pense, c'est du jeu des comédiens, quoi. C'est les comédiens qui te mettent le frisson de malade. Donc, en l'occurrence, là, quand tu me poses la question, la première image que j'ai en tête, c'est sur La Promesse des frères Dardenne. Et t'as Olivier Gourmet, qui n'était pas connu à l'époque, hein, et puis Jérémy Régnier, qui avait, je sais pas, 14 ans ou 15 ans. Et ils étaient à fond tous les deux, quoi. Et il y a une scène, où Jérémy Régnier attache son père avec une chaîne dans le garage dans lequel il travaille, et il le tient prisonnier comme ça, quoi. Et t'as les 2 frères Dardenne qui disaient à Olivier Gourmet à chaque fois, non, mais là c'est la répétition, tu joues tu joues pas, enfin tu nous montres ce que tu vas faire, mais tu le fais à, je sais pas, à 40%, enfin, je sais pas, un pourcentage de jeu, quoi, le truc déjà
assez compliqué. Et en fait, à chaque répétition, il le jouait à fond. Et à chaque répétition, il était, tu vois, je te parle de ça, c'est comme si c'était hier. Moi, il me foutait les poils, quoi. Il nous foutait tous les boules, il était déchirant. Et il essayait de convaincre son fils, avec tout l'amour qu'il avait pour lui aussi, de le détacher, de le libérer, alors que c'était une crapule. Hein. Et ça, c'était magique, quoi. Dernière question, quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode ? Tu vois, ma femme, elle est à l'administration de production. Et donc ça, les gens, ils savent pas trop ce que c'est, par exemple, tu vois. Et c'est des gens qui sont à la prod, qui assistent le directeur de production et qui font le lien comme ça entre l'équipe et la production et le nerf de la guerre, l'argent, qui s'occupe de faire les fiches de paye, rendre les frais des gens, rembourser les frais des gens, etc. Et qui ont une vision du tournage vraiment différente de nous, qui peuvent passer sur le plateau, mais qui sont en général pas sur le plateau, et qui entendent tout ce qui se passe sur le plateau, qui entendent plein de choses que nous, on ne sait pas, sur le rapport du réalisateur à la production, les trucs. Eux, ils travaillent vraiment beaucoup en amont par rapport à moi, on en parlait de la prépa, ils ont des semaines de préparation, ils voient vraiment le projet, tu vois, prendre de la, comment on dit, prendre vie, quoi. Prendre vie, monter en puissance jusqu'au tournage, ils font tout le tournage, et puis après, quand moi, j'ai fini mon tournage, que le dernier jour de tournage s'est arrêté, que j'ai rangé ma perche, mes micros, que j'ai salué tout le monde, qu'éventuellement je suis pas allé à la fête de fin de film et qu'on a rendu le matériel au locataire, pour moi le tournage il est terminé. Pour l'administration et d'autres postes, mais l'administration en particulier, il reste encore des semaines pour continuer à rendre les payes des gens. Tu as le montage, tu as aussi, toi, il y a des administrateurs qui suivent le montage, le mixage, et donc ça, ils ont vraiment une vision plus globale que moi, qui est une vision aujourd'hui globale de la face, de ce qui se passe dans la fabrication, de l'artisanat de la face, de ce qu'on fait. Mais eux, ils ont tout le background, et donc c'est une vision intéressante aussi, ça. C'est tout un pan qui n'est pas la face, qui fait partie de la fabrication, mais qui n'est pas dans la technique cinéma, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Jonathan. C'est un plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.